Vous avez tous entendu au moins une fois parler d'une histoire de fans complètement obsédés par leur célébrité, qui sont allés beaucoup trop loin, qui ont fait n'importe quoi. Il y en a effectivement qui les ont butés, on est d'accord. Mais en cherchant, en fouillant un petit peu dans le sujet pour faire cette vidéo, eh bien j'ai découvert des cas, vous imaginez même pas ce qu'ils ont fait avec la célébrité dont ils étaient obsédés. C'est complètement hallucinant ce qui peut se passer chez les célébrités quand des fans détraqués les poursuivent. C'est bien tout le sujet de cette vidéo, alors accrochez-vous les amis parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Et pour ce premier cas, on va parler d'un mec qui s'appelle Ricardo Lopez. Peut-être que vous connaissez. Ce mec-là, il est connu sous The Björk Stalker. C'était un jeune homme originaire d'Uruguay qui est né en 75 à Montevideo. Sa famille, elle a émigré aux États-Unis où il a grandi dans la petite ville de Lawrenceville, tout ça en Géorgie. Lopez, il va mener une vie discrète et relativement isolée. Il travaille comme technicien et dans l'entretien. Ce gars-là était très introverti, il avait peu d'interactions sociales, extrêmement replié sur lui-même, il vivait très seul. Apparemment, il avait énormément de fantasmes un peu chelous et d'obsessions. Et tout ça va lui monter un petit peu au crâne. Sa personnalité, elle était profondément influencée par des troubles mentaux, notamment une dépression extrêmement sévère et des comportements obsessionnels. Et donc son isolement, il a peu à peu nourri une obsession extrêmement malsaine pour une figure publique qu'il n'a jamais rencontrée de sa vie. Cette fille, c'était la chanteuse Björk. Alors moi, personnellement, je vous le dis, je ne connaissais pas du tout cette chanteuse Björk. J'ai découvert avec cette histoire. Faut savoir que c'était une superstar à l'époque. Björk Guðmundsdóttir, je ne sais pas si je le prononce bien. On mettra le nom à l'écran, compliqué. Plus connue simplement sous le nom de Björk, tu m'étonnes. Eh bien, c'est une chanteuse, compositrice et musicienne islandaise au style unique. Et donc, cette nana, elle s'est fait connaître dans les années 90 grâce à son talent exceptionnel, sa voix extrêmement distinctive et son esthétisme avant-gardiste. Donc, elle avait vraiment sa personnalité. C'était une star. Björk, à l'époque, c'était une figure majeure de la scène musicale internationale. Elle était connue pour repousser les limites artistiques et pour son univers créatif singulier. Faut savoir que cette dame, elle suscitait de la folie chez ses fans, un petit peu comme Michael Jackson finalement. Elle avait tellement un monde personnalisé que les gens qui s'y attachaient étaient complètement fous. Pas tous, mais ça générait des fans un peu extrême. Il faut savoir que pour Lopez, cette admiration, elle allait bien au-delà d'une simple passion pour sa musique. Björk, elle va devenir pour lui une figure idéalisée, un mélange d'idole artistique et de fantasmes personnels. Il va commencer à la percevoir comme une sorte de demi-dieu, demi-déesse, une espèce de perfection inatteignable, sauf que lui, eh bien, il voulait l'atteindre. Et donc, au début des années 90, Ricardo Lopez, il va découvrir cette chanteuse Björk et devient rapidement obsédé par elle. Ce qui va commencer comme une admiration pour son art va rapidement se transformer en une fixation malsaine. Il va passer des heures à regarder des vidéos, à écouter ses albums et à fantasmer sur une relation imaginaire avec elle. Cette obsession, elle devient de plus en plus envahissante jusqu'à dominer entièrement sa vie. Lopez va se convaincre qu'il a un lien spécial avec Björk, même si elle ne sait rien de son existence. Il commence à tenir un journal vidéo en janvier 96 où il va documenter ses pensées et ses frustrations. Ces enregistrements, qui durent environ 18 heures au total, vont révéler une détérioration rapide de son état mental. Lopez y parle de son admiration pour Björk, mais aussi de sa colère et de sa haine grandissante, notamment lorsqu'il apprend qu'elle est en couple avec le musicien britannique Goldie. Goldie, ça s'écrit comme ça, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et donc ce détail, le fait que cette chanteuse Björk soit en couple avec un homme, ça va déclencher chez lui une jalousie, mais absolument incroyable. Vraiment, le mec pensait être en couple avec, il s'était fait un délire un petit peu, enfin totalement même. Il va percevoir cette relation comme une trahison personnelle, bien qu'il n'ait jamais vu cette chanteuse de sa vie. Et donc la jalousie de Lopez, elle va évoluer rapidement en une colère extrêmement destructrice. Il va décider de punir Björk pour ce qu'il considère comme un affront personnel. C'est à ce moment-là qu'il va élaborer un plan machiavélique pour se venger. Et ce plan consiste en quoi ? Eh bien, à envoyer un colis piégé à Björk. Une bombe. Son objectif est de blesser physiquement en dissimulant un explosif rempli d'acide sulfurique dans un faux livre. Lorsqu'elle l'ouvrirait, l'acide devrait jaillir pour la défigurer. Et dans son délire, il voyait cela comme une forme de connexion finale avant sa propre mort. On est le 12 septembre 96 et Lopez, il va envoyer ce fameux colis qu'il a fabriqué avec un livre piégé dedans à la chanteuse Björk. Il lui envoie dans sa maison londonienne. Peu de temps après, il enregistre une dernière vidéo où il explique ses motivations. Il se rase la tête, peint son visage et écoute une chanson de Björk en fond sonore. Bon, à la fin de cette vidéo, dans son appartement à Hollywood. Évidemment, je vais pas vous montrer ça va de soi. Son corps, il va être découvert que 4 jours plus tard, après que ses voisins aient signalé une odeur plutôt nauséabonde qui provenait de son logement. Donc le mec est en train de pourrir parce qu'il faisait un petit peu chaud. Lorsque la police va arriver sur les lieux, elle découvre non seulement son corps, mais aussi les journaux vidéo et les notes détaillant son plan. Alors immédiatement, évidemment, les autorités britanniques, elles sont averties et ils vont finalement avoir le temps d'intercepter le colis piégé qui avait été envoyé. Et donc Björk va être sauvée. C'est quand même dingue d'en arriver jusque-là, d'envoyer un colis piégé parce que tu penses
penses que tu te fais tromper alors que t'as jamais vu la nana de ta vie. Bon là on est d'accord, ça relève d'un état pathologique malade. Pour ce cas numéro 2, je vais vous parler de quelqu'un d'extrêmement connu. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, mais peut-être que vous ne connaissez pas les détails qui sont extrêmement sordides. Mark David Chapman, il est né le 10 mai 1955 à Fort Worth, au Texas. Et durant son adolescence, il semble être un jeune homme relativement ordinaire, mais il va quand même montrer des signes d'instabilité émotionnelle. Ce mec-là, il est passionné de musique, il est particulièrement fasciné par les Beatles, et en particulier John Lennon. Cette admiration, elle se mêle à des troubles personnels, notamment une lutte contre la dépression et un manque de direction dans sa vie. Chapman, il est complètement paumé dans sa vie et il n'a que John Lennon comme figure qui lui guide un petit peu la voie. C'est un petit peu son dieu, il en fait son dieu. Sauf que cette fascination pour John Lennon, elle va prendre une tournure absolument sordide. On est dans les années 70 et ce gars-là, Chapman, il va traverser une crise existentielle majeure. Il y a notamment un roman qui s'appelle L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger qui va l'influencer et il le lit à plusieurs reprises. L'histoire de ce roman, c'est un personnage principal, Holden Caulfield, qui exprime une aversion intense pour les faussaires ou les hypocrites. Et Chapman, il commence à voir en John Lennon l'incarnation de cette hypocrisie, notamment à cause de sa richesse et de son style de vie luxueux, qui était totalement en contradiction apparente avec ses idéaux de paix et d'égalité. Voilà, John Lennon, on a l'image du hippie qui marche pieds nus, qui fume du bambou, qui mange de la paella, enfin tu vois. Sauf que le mec avait des billions de dollars sur son compte. Donc là, il y a un délire qui va se faire dans sa tête en mode ouais, c'est un hippie riche quoi. Donc c'est pas normal. La déclaration de Lennon selon laquelle les Beatles étaient plus populaires que Jésus, eh bien ça va faire monter la colère de Chapman parce qu'il se dit attention, mais là John Lennon, tu te crois au-dessus de Jésus, il y a un problème. Enfin, c'est même pas il y a un problème là, c'est qu'il se dit c'est pas normal, il faut que je fasse quelque chose. La colère de Chapman, elle atteint son apogée lorsqu'il apprend que Lennon, il mène une vie aisée à New York, où il réside dans le luxueux immeuble Dakota, près du Central Park. Chapman, il va décider alors qu'il doit agir pour confronter son idole, et dans son esprit déformé, le punir pour son hypocrisie. On est en octobre 80, il quitte son travail à Hawaï et commence à planifier son voyage à New York. Il va emporter avec lui une copie de L'Attrape-Cœur, qui devient un manifeste personnel, ainsi qu'un revolver qu'il a récemment acheté. Bon, dans les années 70, vous pouviez voyager en avion avec un flingue, ça passait, tout en fumant des cigares, hein, pas de problème. Donc le mec est là, avec son bouquin, son flingue et ses clopes, et il va à New York pour aller rencontrer John Lennon. Vous connaissez peut-être la suite. Chapman, il arrive finalement à New York, début décembre, et il se rend immédiatement au Dakota. Et à ce moment-là, il va attendre de croiser John Lennon. Les gens vont le décrire comme étrangement calme et déterminé, passant ses journées à lire son livre et à observer l'entrée de l'immeuble. On est le 8 décembre 1980. Il rencontre enfin John Lennon, alors que ce dernier sort du bâtiment avec sa femme Yoko Ono. Ironiquement, Lennon, il va signer un exemplaire de son album Double Fantasy pour Chapman. Après cela, Lennon et Yoko Ono partent en studio pour travailler sur de nouvelles chansons. Plus tard dans la soirée, lorsque John Lennon et Yoko Ono reviennent chez eux, Chapman les attend toujours devant le Dakota. En fait, le gars a attendu d'avoir un autographe avant de faire ce qu'il avait à faire. À ce moment-là, lorsque Lennon passe devant lui, Chapman l'appelle et lui tire 5 balles dans le dos, dont 4 vont atteindre la cible. Mortellement blessé, Lennon il s'effondre et il est transporté d'urgence à l'hôpital, où il va être déclaré mort pas très longtemps après. Pendant ce temps, Chapman il reste sur place, tenant tranquillement son exemplaire de L'Attrape-Cœur, lisant des passages du livre en attendant l'arrivée de la police. Il essaye même pas de fuir, il va rester comme ça, debout sur place, en attendant la police. Et il répète sans cesse qu'il a fait ça parce qu'il trouvait que John Lennon était un gros hypocrite. Évidemment, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il avait quelque part un petit peu raison. John Lennon, il avait une vie de multimillionnaire et il utilisait un peu une image de hippie, voilà, qui vit en phase avec la nature, alors qu'il était dans des gros trucs luxueux. Ça, ok. Alors de là à lui tirer 4 balles dans le dos, non. On est sur un fêlé, on peut le dire. La mort de John Lennon, elle choque évidemment le monde entier et des millions de fans sont en deuil. Cet événement, il va mettre en lumière la vulnérabilité des célébrités face à des individus mentalement instables. Yoko Ono, elle est évidemment anéantie par la perte de son mari. Elle va demander aux fans de respecter leur vie privée et choisit de ne pas organiser de funérailles publiques. Le Dakota, il va devenir un lieu de pèlerinage pour les adorateurs de John Lennon, tandis que Central Park accueille ensuite le mémorial Strawberry Field en son honneur. Chapman, quant à lui, est rapidement jugé pour son crime, et malgré des signes de troubles mentaux, il est déclaré apte à être jugé et plaide coupable de meurtre. Il va être condamné à une peine extrêmement lourde qu'il purge encore aujourd'hui. Alors très récemment, je crois qu'il a même demandé sa libération parce qu'il a le droit, mais ils font tout pour le garder, hein. Ces gens-là, ils sortiront jamais, évidemment.
Madonna, évidemment, icône mondiale de la pop et figure incontournable des années 80-90, elle va devenir la cible de cet homme qui s'appelle Robert Dewey Hoskins, qui est un fan obsessionnel et extrêmement dangereux. Il va développer une obsession où il est persuadé que Madonna lui appartient littéralement. C'est-à-dire le mec s'est accaparé Madonna, normal, et qu'elle doit l'aimer, obligatoirement. Sinon ça va pas bien se passer. Et donc cette fixation le pousse à proférer des menaces explicites, affirmant qu'il tuerait Madonna si elle refusait de se marier avec lui. Ce genre de mec qui laisse le choix, y a pas de problème. Tu te maries ou je te bute. On est en 95 et il va escalader les murs de la maison de Madonna, ou plutôt l'énorme château à Hollywood, et il va essayer comme ça à plusieurs reprises de passer, cherchant à entrer en contact avec elle. Lors d'une intrusion, il va être confronté à un garde de sécurité, et il va déclarer à ce garde qu'il va découper Madonna en deux si elle refuse de se marier avec lui. C'est-à-dire que le mec voulait ouvrir Madonna comme un sandwich triangle, littéralement. L'agent de sécurité a-t-il passé le message à Madame Madonna? Je ne sais pas. Et donc le garde, il parvient évidemment à repousser Hoskins et prévient les autorités. Évidemment, il va se faire arrêter très rapidement. Lors de son procès, son état mental, il est mis en lumière. Hoskins, il est schizophrène. Il a un passé marqué par des comportements violents et irrationnels. Malgré ça, il va quand même être reconnu coupable de harcèlement criminel et de menaces de mort. Il va être condamné à 10 ans de prison. Il va purger sa peine. Évidemment, après ça, il va être enfermé dans un hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de ses jours, puisque c'est un danger pour la société. Mais en 2012, il va réussir à s'échapper de l'un de ces hôpitaux psychiatriques, mais il va être très rapidement rattrapé. Heureusement. Je sais pas si Madonna l'intéressait encore. Jodie Foster, c'est une actrice qui a été révélée dans les années 70. Elle va devenir une star grâce à son rôle dans le film Taxi Driver de 1976. Elle y incarne Iris, une jeune femme qui travaille dans la rue aux côtés de Robert De Niro. Et ce film, il va attirer l'attention de John Hinckley Jr., un homme qui est né en 1955 et qui, encore une fois, souffre d'un état mental un peu perturbé. Hinckley, il va s'identifier au personnage principal du film Taxi Driver, qui est Travis Bickle, qui est un homme isolé, instable, qui commet des actes violents pour sauver Iris de la rue, c'est-à-dire la sortir de son travail vous savez quoi, plus vieux métier du monde, on connaît. En mélangeant fiction et réalité, Hinckley, il va développer une obsession pour Jodie Foster, et lorsqu'elle entre à l'université de Yale en 80, il va tenter de la contacter en lui envoyant des lettres, des poèmes et des messages audio. Évidemment, Jodie Foster ne va jamais lui répondre, elle en a rien à foutre de ce mec, mais Hinckley, lui, il est persuadé qu'il doit accomplir un acte spectaculaire pour attirer l'attention de Jodie Foster. C'est un petit peu sa mission. Il va pas choisir la meilleure cible, puisqu'il va décider de cibler le président des États-Unis d'Amérique à l'époque, Ronald Reagan. Il croit qu'en butant le président des États-Unis, ça va le rapprocher de Jodie Foster. Me demandez pas pourquoi. Le 30 mars 81, Hinckley, il attend Reagan devant l'hôtel Hilton à Washington DC. Il est armé d'un revolver, il va tirer 6 coups de feu. Ronald Reagan, il est gravement blessé par une balle qui ricoche sur sa limousine, et 3 autres personnes sont touchées, dont James Brady, qui est le porte-parole de la Maison Blanche, qui va malheureusement rester, lui, paralysé. Hinckley, après ça, évidemment, il est rapidement arrêté. Durant son procès, des preuves de son obsession pour Foster vont être présentées, notamment des lettres et des journaux intimes, mais aussi des notes détaillant son plan. Hinckley, il va être reconnu non coupable pour cause d'aliénation mentale, et lui aussi va être interné dans un hôpital psychiatrique. Et en 2016, après plus de 30 ans d'internement, Hinckley, il va être libéré de son hôpital psychiatrique, sauf qu'il vit sous des conditions hyper strictes avec un suivi très sévère. Je ne savais pas, mais Beyoncé a eu aussi un fan complètement détraqué qui s'appelait Bassey Hussein. Ce gars-là, c'est un Britannique qui est devenu obsédé par elle. Cette histoire, elle commence en 2009, lorsqu'Hussein se considère comme un prédicateur religieux. Il va tenter de remettre un livre à Beyoncé. Apparemment, dans ce livre, ça dit que Beyoncé ne serait pas la vraie Beyoncé et qu'elle aurait été remplacée par une autre. Et donc, ce gars-là, Hussein, il croit dur comme fer à cette théorie. Et que notamment, la doublure aurait tué la Beyoncé originale, et donc maintenant, la doublure aurait pris la place de l'original. Classico del Madrido, j'ai envie de vous dire. Et donc Hussein, il est convaincu qu'il devait sauver la vraie Beyoncé, parce que lui, il sait pas trop si elle est morte ou vivante ou cachée quelque part. Il va commencer à envoyer des lettres menaçantes à la star, dans laquelle il l'accuse de mensonge et d'hypocrisie. Il va même jusqu'à affirmer qu'il a eu des rêves dans lesquels Beyoncé était en danger et qu'il se voyait comme celui qui devait l'aider. C'est un peu le Jeanne d'Arc, mais de Kanye West et Beyoncé, quoi, incroyable. C'est moins mystique avec Beyoncé, hein. Ces messages, ils vont avoir un ton de plus en plus inquiétant et obsessionnel. Il va dire aussi qu'il a des infos secrètes à propos de Beyoncé, ce qui va lui permettre d'augmenter l'intensité de son argumentation et de ses menaces. C'est-à-dire que si elle fait pas ce qu'il dit, lui, il va balancer des doses. Alors qu'en fait, le mec ne sait rien. En 2011, après plusieurs tentatives de contact et des comportements de plus en plus perturbants face à Beyoncé, Hussein, il se voit interdit de contacter Beyoncé ou toute autre personne associée à elle. Il y a un tribunal britannique qui émet alors une ordonnance de non-contact, espérant mettre fin à ces tentatives de harcèlement, qui peuvent rapidement tourner au vinaigre parce qu'on sent que le mec, il est sur le fil de la folie, là. Malgré cette interdiction légale, l'obsession d'Hussein, elle
semble persister. Il va affirmer publiquement qu'il est en mission divine et qu'il doit sauver Beyoncé. Est-ce que c'est pas incroyable? Chose assez incroyable comparée aux histoires d'avant, c'est que cette ordonnance de non-contact avec Beyoncé semble avoir calmé ce mec. Depuis, on n'a pas entendu trop parler de lui, voilà, il est resté caché. Il faut savoir que suite à cette histoire, Beyoncé, elle a augmenté son service de sécurité, évidemment, parce que quand t'as des mecs comme ça qui pensent que tu n'es pas une vraie personne et qui veulent te supprimer pour faire apparaître la vérité, ça fait peur. En vrai, ça doit être horrible, parce qu'à tout moment, tu peux te faire tirer dessus. C'est vrai que c'est un truc de fou, quand même, hein, cette vie de star. Et que Jackson, il avait extrêmement peur, il était complètement paranoïaque, mais c'est normal. Combien de détraqués, lui, devait avoir à ses trousses? Vous imaginez même pas. Tous les trucs qui sont arrivés et qu'on sait pas aussi, hein, parce que lui, il a dû recevoir des histoires de fous. Cette fois-ci, on va parler de Robert John Bardo, qui est un mec qui est né en 63, qui va avoir une obsession pour une actrice, mais cette fois-ci, ça va plutôt mal finir. Cet homme-là a une obsession maladive pour l'actrice Rebecca Schaeffer, qui va mener un acte tragique en 89. Bardo, c'est un individu qui est extrêmement perturbé, qui développe une fixation intense sur Schaeffer, notamment après l'avoir vue dans la série télé My Sister Sam. C'est pas un simple fan admiratif. Sa fascination, elle tourne complètement à l'obsession. Il va commencer à lui envoyer des lettres, des messages et même des poèmes. Évidemment, Schaeffer, elle va jamais lui répondre, elle en a strictement rien à foutre de ce mec, encore une fois. Et le fait qu'il reçoive pas de réponse, ça va alimenter encore plus son obsession. Dans les 3 mois qui suivent, Bardo, il devient de plus en plus agité et perturbé. Il croit qu'il existe une sorte de lien spécial entre lui et l'actrice. C'est marrant, c'est toujours un petit peu le même schéma, hein, il s'imagine des trucs. Sa fixation, elle devient dangereuse lorsqu'il décide de se rendre à Los Angeles, là où Schaeffer vit, afin de la rencontrer en personne. On est le 18 juillet 1989, et Bardo, il va se rendre au domicile de Schaeffer, il a trouvé où elle habitait. Et sur lui, il porte un énorme revolver. Je sais pas pourquoi il est énorme, mais il est énorme. Lorsqu'il arrive à la porte, il va rencontrer un facteur qui va confirmer que Schaeffer se trouve chez elle. Peu après, il se rend à l'entrée de son appartement et attend que l'actrice sorte. Lorsqu'elle arrive, il l'aborde et, après une brève conversation, eh bien, il va tout simplement lui tirer dessus. Il y a une balle qui va atteindre Rebecca Schaeffer dans la poitrine. L'actrice, elle est ensuite emmenée à l'hôpital, mais elle va mourir quasiment juste après. Bardo, après avoir commis ça, il va même pas essayer de s'enfuir, il va rester sur place. Il attend la police et il a même une copie de The Catcher in the Rye, donc le bouquin L'attrape-cœur, comme le mec qui a buté John Lennon. Ils ont tous ce livre, ça c'est un livre qui crée des tueurs, je vous le dis. C'est un petit peu The Death Note, hein. Il considère lui aussi ce livre comme symbolique et qui selon lui justifie son acte. Ce livre est dangereux les gars, hein. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont un peu perturbés qui lisent ça, apparemment ça peut les faire passer à l'acte. Lors de son interrogatoire, Bardo il va déclarer qu'il a tué Rebecca Schaeffer parce qu'il croyait que c'était nécessaire pour l'empêcher de continuer à mentir et à tromper ses fans. Après derrière ça il va expliquer tout un délire, comme quoi ça allait la réveiller, la tuer. Je vais pas vous expliquer en détail son délire psychotique, hein, parce que ça relève vraiment de la psychiatrie. Donc il va se faire juger, il va prendre prison à vie, on va pas relever le fait qu'il soit fou. Mais il y a également Justin Bieber, évidemment, qui a connu des fans complètement détraqués. Il avait échappé en 2012 à une tentative d'enlèvement qui avait été orchestrée par un psychopathe, Dana Martin, qui est un détenu de 45 ans qui purgeait une peine à vie. Obsédé par le chanteur, il avait planifié son enlèvement, sa castration au sécateur et sa strangulation avec une cravate. C'est quoi le projet? Le mec voulait couper les de Justin Bieber. Mais il chante déjà bien assez aigu ce garçon, laissez-le. Martin, qui s'était fait tatouer le visage de Justin Bieber sur sa jambe, avait transmis ses instructions à 2 complices à l'extérieur. Cependant, grâce à l'intervention rapide des enquêteurs de la police new-yorkaise, le complot il a été évidemment découvert et empêché avant qu'il se fasse. Heureusement. Pas bien de couper les roubignoles de Justin Bieber. Avant de faire cette vidéo, je connaissais même pas cette histoire. On aurait eu un Justin Bieber avec une octave au-dessus. Au lieu de chanter Baby, baby, il aurait fait ah mais non, c'est déjà le cas. Du coup, il y avait peut-être rien à couper, on ne sait pas. Vous avez également Brad Pitt en 99 avec Athena Marie Ronaldo. C'est une jeune femme de 19 ans qui parvient à rentrer dans la maison de Brad Pitt à Santa Monica en Californie. Après avoir fouillé la demeure et essayé plusieurs de ses vêtements, elle va se glisser dans son lit. Lorsqu'elle est retrouvée par le personnel de ménage après avoir passé 10 heures dans la maison, elle porte un sweatshirt vert et un jogging noir, des tennis et un chapeau appartenant à l'acteur. Et elle dira tout simplement « J'avais froid ». Ça va faire bizarre de retrouver quelqu'un dans ton lit comme ça qui est habillé avec tes vêtements. Je pense que Brad Pitt a dû un petit peu se chier dessus, hein, on peut le dire. En 2005, vous avez aussi l'histoire avec William Lepesca, qui est un sans-abri de 40 ans, qui tente d'attirer l'attention de la joueuse de tennis Anna Kournikova. Tout ça en nageant jusqu'à sa maison en bord de mer, en Floride. Totalement nu, il va crier « Anna, sauve-moi !» Je le fais bien, le mec qui nage nu « Anna, sauve-moi !» C'est pas la Reine des Neiges, hein, attention, hein. Avec ma fille, là, je peux te dire que je suis dedans, la Reine des Neiges, hein, les gars. Hein. Je connais les chansons par cœur. Il y a une jeune fille en bas âge aussi, hein, parce que là, on va bouffer, hein, la Reine des Neiges de mort, là.
Il avait déjà envoyé des lettres à caractère un peu olé olé à l'athlète et a publié des messages similaires sur son site internet. Cet homme avait un passé criminel, il avait été incarcéré pour avoir poignardé un étudiant. C'est un peu dangereux, on peut le dire. Il avait également harcelé l'ex-Spice Girl Mélanie. Il passait de star en star comme ça, il nageait nu, il poignardait des étudiants. Un mec totalement sain d'esprit. Je pense qu'il était enfermé, on n'entend plus parler de lui, hein. Il est disparu de la nature, le bonhomme. Il y a d'autres cas comme ça, comme par exemple des fans détraqués de célébrités, comme pour Kristen Stewart et Jennifer Aniston, tous deux victimes de harcèlement. Vous avez en 2012 Kristen Stewart qui est suivie et harcelée par un homme qui s'appelle Stevie McGuay, qui va se présenter chez elle à plusieurs reprises, mettant en danger sa sécurité. Jennifer Aniston, quant à elle, elle va être ciblée en 2004 par Jason Payton, qui est un homme qui va tenter de rentrer chez elle après lui avoir envoyé des lettres obsessionnelles. Il y a aussi le cas de Richard Ramirez, qui est le tueur en série surnommé Night Stalker, qui avait une fixation sur deux célébrités, dont l'actrice Helen Keller. En France aussi, vous avez par exemple Mylène Farmer qui a connu un fan complètement détraqué. On est le 14 novembre 91, j'avais à peine 3-4 mois. C'était un bébé grand comme ça. Enfin, un grand comme ça vu que je fais 2 mètres. Et donc, il y a un homme qui est obsédé par Mylène Farmer, qui va se rendre dans les bureaux de la maison de disques Polydor à Paris. Il avait envoyé plusieurs lettres à la chanteuse, mais n'ayant jamais reçu de réponse, ça l'a complètement frustré. Il a décidé de se rendre sur place pour la rencontrer. Évidemment, il ne parvient pas à obtenir l'adresse de Mylène Farmer et menace le standardiste. Et dans un geste désespéré, il braque un fusil sur lui avant de tirer. Et donc ce fan a tué le standardiste de Mylène Farmer en 91 juste pour avoir son adresse. Vous imaginez le truc? Tu te prends un coup de chevrotine parce que t'as pas donné une adresse. Et c'est la même chose pour Teresa Saldana, qui est une actrice qui devient la cible du harcèlement extrême d'Arthur Richard Jackson. On est en 82 et Jackson, il est obsédé par elle. Il va l'attaquer près de chez elle avec un couteau. Après plusieurs coups de couteau, des témoins interviennent. Et heureusement, Saldana, elle va survivre. Jackson, lui, est arrêté et condamné pour tentative de meurtre. Vous voyez que la vie de star, c'est pas forcément très facile. Si vous avez 2 secondes, merci de liker cette vidéo. Vous savez que ça aide pas mal la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça prend 1 seconde. Je vous remercie de l'avoir suivi, et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous attends en commentaire, encore une fois. À très vite, merci encore.